Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a hurlé, « Tu n'es qu'un déchet égoïste, qui se soucie plus des briques et du mortier que de son propre sang, et tu vas souffrir pour ça. » Il voulait me faire souffrir. Il voulait me voir briser. Mais ce que lui et ma mère ont fait ensuite, c'était un niveau de terrorisme domestique que je n'aurais jamais cru possible. Comment un conflit familial a-t-il pu se transformer en un raid de minuit avec des battes de baseball? Et qu'ai-je fait pour m'assurer qu'ils reçoivent le plus brutal retour à la réalité de toute leur existence? Accrochez-vous, car cette histoire dérape très vite. La sonnerie stridente et incessante de mon téléphone portable à 3 heures du matin, c'est un son qui vous glace instantanément le sang. Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais à 3 heures du matin. Jamais. J'étais emmêlé dans les draps d'un lit de location temporaire, le matelas inconnu et un peu trop ferme, quand la vibration sur la table de chevet a percé le lourd silence de la pièce. Ma femme, Geneviève, a remué à côté de moi, ramenant la couverture sur son épaule avec un doux murmure. Au fond du couloir, la faible respiration rythmée de notre fille de 4 ans, Clémentine, résonnait doucement à travers le babyphone. J'ai tendu la main à l'aveuglette, mes doigts tâtonnant dans le noir jusqu'à ce qu'ils attrapent le téléphone. L'écran brillait vivement, affichant un numéro local inconnu. J'ai éclairci ma gorge endormie, me suis assis lentement pour ne pas réveiller Geneviève, et j'ai répondu d'un chuchotement rauque. « Est-ce bien Harrison ?» a demandé une voix grave et autoritaire. Lui-même, ai-je répondu, mon rythme cardiaque commençant déjà à grimper. Ici l'agent Miller, du service de police local. Je vous appelle concernant une propriété enregistrée à votre nom. Nous avons une situation grave à cette adresse. Il y a eu une effraction massive et un vandalisme catastrophique. Nous avons besoin de vous sur place immédiatement. Les mots flottaient dans l'air froid de la nuit. Vandalisme catastrophique. Effraction. Mon estomac est tombé dans un gouffre sans fond, instantanément remplacé par une montée massive de pure adrénaline. J'ai dit à l'agent que j'étais en route, j'ai mis fin à l'appel, et je me suis levé dans l'obscurité. Geneviève a bougé, ouvrant un œil lourd de sommeil. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai murmuré qu'il y avait un problème avec la maison et que je devais y aller. Je lui ai dit de verrouiller les peines dormant derrière moi et de se rendormir. Le trajet à travers la ville fut un flou de feux de circulation jaune clignotant et de rues vides et luisantes de pluie. Une bruine épaisse tombait, étalant les lumières des lampadaires sur mon pare-brise. Alors que je tournais dans la rue de banlieue familière et tranquille où se trouvait notre maison nouvellement achetée, les gyrophares rouges et bleus de 3 voitures de police peignaient le quartier d'une lueur chaotique, digne d'une discothèque bas de gamme. Les voisins jetaient des coups d'œil à travers les stores de leur salon. Je me suis garé derrière une voiture de police et je suis sorti dans le froid humide. L'agent Miller m'a rejoint au bord de l'allée, le faisceau de sa lourde lampe de poche balayant la pelouse trempée. Il a demandé mes papiers, les a vérifiés, puis a fait un geste lourd vers le porche d'entrée. « Préparez-vous, Harrison, dit-il doucement, son ton empreint d'une sympathie sincère. Quiconque a fait ça avait beaucoup de haine dans le cœur. Ils ont vraiment fait un sale coup ici. » J'ai traversé les restes brisés de la porte d'entrée et je me suis figé complètement. La destruction était absolue. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'était la manifestation physique d'une rage pure, sans phare. Les magnifiques et coûteux parquets en acajou que nous venions d'installer, étaient violemment entaillés de profondes coupures qui faisaient éclater le bois. Le canapé du salon était renversé et lacéré, son rembourrage blanc éparpillé partout comme de la neige sale. Dans la cuisine, chaque porte de placard avait été violemment arrachée de ses gonds métalliques. L'odeur écrasante et toxique de la peinture en aérosol et du placo brisé me piquait les narines. Mais le plus durement touché, c'était la chambre de bébé. J'ai marché lentement dans le couloir, mes bottes craquant bruyamment sur le verre brisé et les carreaux de céramique cassés. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre de ma fille. Les murs rose pastel doux étaient barbouillés d'une épaisse peinture noire en aérosol qui dégoulinait. Les mots « ingrat » et « traître » étaient griffonnés agressivement sur le placo. Le berceau en bois massif de Clémentine, ce magnifique meuble que j'avais passé un week-end entier à assembler à la main, était fracassé en 1000 morceaux. Il avait été frappé à plusieurs reprises par ce qui semblait être un objet contondant, lourd et métallique. Je suis resté là, au milieu des décombres de ce qui devait être le havre de paix de ma famille. Une version plus jeune et plus faible de moi se serait peut-être mise à genoux pour pleurer, mais je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, un calme froid, calculateur et profondément terrifiant m'a envahi.
Je suis retourné dans le salon où l'agent Miller écrivait sur son bloc-notes. Avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça, Harrison? Des ennemis violents ou des collègues mécontents, demanda-t-il en levant les yeux. J'ai regardé les restes brisés de la grande baille vitrée. Ouais, dis-je doucement, ma voix dénuée de toute chaleur. Je sais exactement qui a fait ça. Que feriez-vous si vous réalisiez que votre propre sang avait apporté une batte de baseball dans la chambre de votre enfant pour envoyer un message? Laissez un commentaire ci-dessous, car mon prochain geste a changé la trajectoire de nos vies pour toujours. Pour comprendre comment mes parents ont fini par manier des armes contondantes au milieu de la nuit, vous devez comprendre l'écosystème profondément toxique de mon enfance. Chaque famille a ses rôles assignés, distribués très tôt et imposés sans pitié par les parents. Dans ma famille, j'étais le bouc émissaire désigné. J'étais la bête de somme, la machine fiable et ennuyeuse. Mon jeune frère, Desmond, était l'enfant chéri. Il avait 5 ans de moins que moi. Mais dès l'instant où il a su marcher, mes parents ont agi comme si le soleil lui-même sortait de ses poches. On attendait de moi que je sois parfait, juste pour éviter de me faire crier dessus. Je devais avoir des notes parfaites, travailler dans un misérable job à temps partiel à retourner des hamburgers pendant tout le lycée, et ne causer absolument aucun problème à la maison. Quand je ramenais un bulletin avec que des A, mon père, Winston, y jetait à peine un coup d'œil. C'était un cadre intermédiaire qui voyait tout comme une transaction. Il hochait simplement la tête, me le rendait et disait, « C'est ce qu'on attend de toi, Harrison. » Ne fais pas comme si le strict minimum méritait une parade. Il n'y avait pas de célébration. Pas de tape dans le dos. C'était simplement la base pour exister dans sa maison. Desmond, par contre, était le rêveur. Il était toujours plein de grandes idées ridicules, de projets fous, et d'un charisme débordant mais vide. Si Desmond griffonnait un plan d'affaires à peine cohérent pour une application de promenade de chien sur une serviette sale, ma mère, Béatrice, achetait littéralement un cadre pour l'encadrer et le déclarait le prochain grand visionnaire de la tech de notre génération. Desmond n'a jamais mené quoi que ce soit à terme. Il a abandonné l'université, non pas une, mais 2 fois. Il a accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit, achetant des vêtements de marque et faisant des voyages à Miami. Et il a quitté tous les emplois de débutant qu'il a eus, car il prétendait que son esprit brillant était tout simplement trop avancé pour être un employé ordinaire. Et chaque fois que Desmond échouait lamentablement, Winston et Béatrice étaient là avec un filet de sécurité, trouvant des excuses folles pour sa paresse et blâmant le monde entier de ne pas reconnaître son génie. Desmond a juste besoin d'un peu plus de temps pour trouver ses marques, disait Béatrice, essuyant de fausses larmes. Desmond prend des risques courageux. Tu devrais prendre exemple sur lui, Harrison. Tu joues toujours la carte de la sécurité. Tu es si ennuyeux. Cette dynamique incroyablement toxique a façonné toute mon existence. J'ai fini par mépriser absolument les promesses en l'air. J'ai fini par haïr la manipulation émotionnelle et les mensonges fleuris que les gens racontent pour éviter d'assumer la responsabilité de leurs propres échecs. J'ai payé mes propres études universitaires, en contractant des prêts étudiants et en cumulant 3 emplois, pendant que mes parents vidaient leur fonds de pré-retraite pour acheter à Desmond une voiture de luxe afin qu'il puisse avoir l'air crédible pour ses fausses startups. Je suis finalement devenu un analyste principal des risques de crédit d'entreprise. J'évalue la stabilité financière de grandes entreprises. J'examine les dettes. J'examine les mensonges. J'examine les registres cachés. Dans mon métier, les chiffres ne mentent pas. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez jouer la victime. Vous pouvez me raconter une énorme histoire triste sur la façon dont l'économie a ruiné votre brillante entreprise. Mais quand je regarde les relevés bancaires, la vérité est toujours là, me fixant dans des données froides et dures. Ma carrière a été construite sur la démolition du type exact de façade que mon frère a passé sa vie à construire. Je gagne actuellement plus de 150 000 $ par an. Un succès que mes parents ignoraient complètement parce que je portais un costume ennuyeux au lieu d'un col roulé. Pendant des années, j'ai joué le rôle du bon fils tranquille. Je me suis mordu la langue lors de dîners de famille angoissants, les regardant verser leur argent durement gagné dans le puissant fond de l'échec de Desmond. Mais ma perspective a complètement changé quand j'ai rencontré Geneviève. Elle était enseignante spécialisée, chaleureuse, incroyablement patiente, mais dotée de limites féroces. Quand je lui ai parlé de ma famille, elle ne m'a pas plaint. Elle a juste pris ma main et a dit, « Une famille est censée être un havre de paix, Harrison,
pas un navire en perdition qui exige que tu coules avec eux. Quand nous nous sommes mariés, mes parents ont passé toute la réception à parler de la nouvelle entreprise de crypto-monnaie de Desmond. Quand notre fille Clémentine est née, ils ont visité l'hôpital pendant 20 minutes, ont pris une photo pour les réseaux sociaux, et sont partis. J'ai alors réalisé que je devais protéger ma femme et ma fille de leur folie. Nous avons acheté une belle nouvelle maison, une superbe propriété dans un quartier calme. C'était la représentation physique de tout ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Je me suis discrètement éloigné de Winston et Béatrice, laissant les appels aller sur la messagerie vocale, disparaissant dans l'arrière-plan. Je pensais avoir réussi à m'échapper du cirque. J'avais choisi une vie tranquille. Mais le monstre de la cupidité familiale n'est jamais vraiment satisfait. Et il a frappé à ma porte un mardi soir pluvieux, apportant un cauchemar qui m'obligerait à en finir avec eux de manière permanente. L'illusion de la distance et de la sécurité s'est brusquement brisée. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 3 ans. J'étais assis dans mon bureau à domicile, terminant un rapport d'évaluation des risques, quand mon téléphone portable a vibré sur le bureau. L'identification de l'appelant affichait audacieusement le nom de mon père, Winston. Pendant 3 ans, il y avait eu un silence assourdissant. Pas de carte d'anniversaire, pas de félicitations pour une promotion, pas d'appel pour savoir comment allait sa petite fille. Juste un immense vide. J'ai fixé l'écran, un nœud se serrant dans ma poitrine. J'ai envisagé de laisser l'appel aller sur la messagerie vocale, mais l'analyste des risques en moi avait besoin de connaître la nature exacte de la menace entrante. J'ai appuyé sur accepter et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, dis-je, gardant mon ton complètement plat et professionnel. Harrison, dit Winston. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas dit que je lui manquais. Sa voix était frénétique, essoufflée, et empreinte d'une panique aveugle absolue. Tu dois m'écouter tout de suite. Desmond a de terribles ennuis. De vrais ennuis cette fois. C'est une question de vie ou de mort. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau ergonomique, pinçant l'arête de mon nez. Je ne suis pas intéressé par le financement de la prochaine arnaque crypto ratée de Desmond, Winston. Appelle une banque. Ce n'est pas une entreprise commerciale, idiot, hurla Winston, sa voix se brisant d'hystérie. Il doit de l'argent à des gens incroyablement dangereux en ville. Il a emprunté 900 000 $ à un syndicat clandestin violent pour maintenir sa société de biotechnologie à flot. L'entreprise a fait faillite. Il menace de le tuer, Harrison. Ils savent où nous habitons. Tu dois nous aider. Je me suis figé une fraction de seconde. 900 000 $. Syndicat clandestin. Cela ressemblait exactement à l'intrigue d'un mauvais film d'action à petit budget. Mais la panique pure de Winston semblait horriblement authentique. Je n'ai pas 900 000 $ en liquidité qui traînent, dis-je froidement. Je sais que non, répondit rapidement Winston, sentant une minuscule ouverture. Mais tu as cette nouvelle maison, l'immense propriété que tu viens d'acheter. Elle a une valeur nette incroyable. Tu peux la vendre, ou tu peux l'utiliser pour contracter un énorme prêt à taux d'intérêt élevé. Tu dois vendre la maison, Harrison. Donne-nous le capital pour rembourser cette dette et on verra le reste plus tard. C'est le seul moyen de sauver la vie de ton frère. L'audace pure et simple de la demande m'a frappé comme un coup de poing physique à la gorge. Vendre ma maison. Vendre le toit sur au-dessus des têtes de ma femme et de ma fille de 4 ans. Détruire la stabilité financière pour laquelle j'avais saigné 70 heures par semaine. Mettre ma propre famille à la rue. Tout ça pour sauver l'enfant chéri de sa propre stupidité criminelle catastrophique. Absolument pas, dis-je, ma voix baissant d'une octave, sonnant comme de l'acier qui grince. Je ne vends pas ma maison. Je ne mets pas Geneviève et Clémentine en danger pour Desmond. S'il est menacé par des criminels, appelez la police. La police ne peut rien faire contre ce genre de personnes, hurla Winston à travers le récepteur. Espèce de salaud égoïste et arrogant. Tu laisserais ton propre frère mourir dans la rue. Tu te soucies plus de quelques briques et du mortier que de ton propre sang. Tu es un monstre. Je suis un homme qui protège sa vraie famille, ai-je répliqué. N'appelle plus jamais ce numéro. J'ai raccroché le téléphone et j'ai instantanément bloqué son numéro. Mais ce n'était que le premier coup de feu d'une guerre massive. Au cours des 48 heures suivantes, le harcèlement fut absolument incessant. Ma mère,
Béatrice, a commencé à m'envoyer des centaines de SMS depuis divers numéros prépayés. C'était une masterclass en terrorisme émotionnel. Elle envoyait des paragraphes remplis d'intense culpabilisation. Je tremble, Harrison. Je ne peux pas dormir. Desmond pleure. S'il te plaît, vends juste la maison. Tu pourras toujours en acheter une autre. Tu ne peux pas acheter un autre frère. Tu es en train de tuer ta mère avec un cœur brisé. Quand les SMS ne m'ont pas brisé, ils ont déployé les émissaires. Oncle Reed, le frère cadet de mon père, a commencé à appeler ma ligne de bureau. Il a laissé des messages vocaux agressifs et haineux, me traitant de psychopathe au sang-froid, de fils terrible et de honte pour la famille. La pression était conçue pour m'isoler complètement, pour me faire sentir que j'étais fou de vouloir garder ma propre maison. Il croyait honnêtement que s'il poussait assez fort, mes limites s'effondreraient inévitablement, comme toujours quand j'étais adolescent. Mais ils avaient gravement sous-estimé la situation. Quand vous poussez un analyste des risques d'entreprise dans un coin sombre, il ne s'assied pas pour pleurer. Il élimine systématiquement le risque. Le harcèlement numérique était exaspérant, mais la situation est passée d'ennuyeuse à physiquement dangereuse. 3 nuits plus tard, Geneviève et moi étions assis à la table de la salle à manger, profitant d'un dîner tranquille. Clémentine riait dans sa chaise haute, étalant de la purée de patates douces sur ses joues. C'était un mardi soir parfait, paisible et ordinaire. Soudain, des coups violents et explosifs ont retenti à la porte d'entrée. Ce n'était pas un coup poli. C'était le martèlement agressif et terrifiant de quelqu'un exigeant une entrée immédiate, comme un raid de police. Avant même que je puisse reculer ma chaise, la lourde poignée de porte en laiton a gigoté furieusement, suivie par de lourds poings frappant le bois renforcé. Harrison, ouvre cette fichue porte tout de suite. La voix de Winston a tonné agressivement depuis le porche. Clémentine a sursauté sur son siège, ses yeux s'écarquillant de pure terreur, et a immédiatement commencé à gémir. Geneviève a pratiquement bondi de sa chaise, attrapant notre fille et la serrant fort contre sa poitrine, son visage pâle. Mon sang s'est instantanément glacé, remplacé une seconde plus tard par une rage protectrice, bouillonnante et violente. J'ai marché dans le couloir, déverrouillé le pêne dormant, et j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Winston et Béatrice se tenaient sur mon porche. Ils avaient l'air sauvages, complètement débraillés, leurs yeux maniaques et désespérés. Sans attendre d'invitation, Winston a immédiatement essayé de forcer le passage pour entrer chez moi. J'ai fermement planté mes bottes sur le parquet et j'ai poussé mon épaule durement contre sa poitrine, bloquant complètement l'entrée et le forçant à reculer en titubant. Dégagez de ma propriété, ai-je grogné, ma voix basse, vibrant d'un danger que je ne savais pas posséder. Nous ne quitterons pas ce porche tant que tu n'auras pas accepté de mettre cette maison sur le marché, a crié Winston, agressivement, pointant un doigt tremblant à quelques centimètres de mon visage. Tu vas signer les papiers, Harrison. Béatrice a essayé de regarder par-dessus mon épaule, apercevant Geneviève debout dans la salle à manger, tenant une clémentine en pleurs. Béatrice a immédiatement activé ses tactiques légendaires du Darvaux, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Elle a éclaté en sanglots théâtraux. Geneviève, s'il te plaît, a crié Béatrice, projetant sa voix. Fais entendre raison à ton mari cruel. Ils vont assassiner mon petit garçon. Tu es une mère, Geneviève. Tu as un enfant. Tu dois comprendre la douleur d'une mère. Aide-moi à sauver Desmond. Ne parlez pas à ma femme, ai-je ordonné, m'avançant et les repoussant physiquement tous les deux vers le bord des marches du porche. Vous avez complètement perdu la tête. Vous amenez votre folie toxique et déséquilibrée à ma porte et vous terrifiez ma fille de 4 ans. Si vous ne faites pas demi-tour et ne partez pas à l'instant, j'appelle la police et je vous fais arrêter tous les deux pour violation de propriété. Tu n'oserais pas appeler les flics sur tes propres parents, a ricané Winston, son visage virant à un rouge sombre et dangereux. C'est une affaire de famille. Tu vendras cette maison, Harrison. Je jure devant Dieu que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tu le regretteras absolument. Tu n'auras pas un seul jour de paix dans cette maison tant que Desmond sera en danger. Nous n'arrêterons jamais. Je n'ai pas discuté. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, j'ai composé le 911 juste devant son visage, et je l'ai mis sur haut-parleur. Lorsque l'opérateur d'urgence a répondu, j'ai énoncé bruyamment mon adresse et j'ai signalé 2 intrus agressifs et hostiles menaçant ma famille. L'expression maniaque de Winston a vacillé.
Il a attrapé Béatrice par le bras, me crachant une dernière malédiction venimeuse, et l'a traînée agressivement vers leur voiture rouillée garée dans la rue. « Tu le regretteras, espèce de déchet ingrat », a-t-il crié dans la nuit en claquant la portière de la voiture et en démarrant en trombe. J'ai verrouillé la porte, m'appuyant le dos contre le bois lourd, écoutant les sanglots étouffés de Clémentine. Geneviève s'est approchée de moi, ses yeux féroces et déterminés. Nous n'avions pas besoin d'un long débat interminable. La limite avait été totalement et violemment franchie. Un morceau de papier, comme une ordonnance restrictive, n'arrête pas des fanatiques qui croient être en mission vertueuse. J'avais besoin d'une solution permanente et absolue. Plus tard cette même nuit, après que Clémentine se soit enfin endormie, Geneviève et moi nous sommes assis dans le salon sombre. La seule lumière venait du lampadaire extérieur, projetant de longues ombres étranges sur les magnifiques parquets que nous aimions tant. Nous ne pouvons pas rester ici, a murmuré Geneviève, sa voix tremblant légèrement, mais empreinte d'une certitude absolue. Ils savent exactement où nous habitons. Ils reviendront. Ils crèveront nos pneus. Ils nous hurleront dessus sur la pelouse. Ils terrifieront Clémentine chaque fois qu'elle jouera dans le jardin. Ils croient vraiment que cette maison est leur bien personnel à liquider. J'ai serré mon verre d'eau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tu as raison. Ils ne cesseront jamais de nous harceler tant que cette maison existera. Alors, nous allons la faire disparaître. Le lendemain matin, assis dans mon bureau d'entreprise, j'ai passé un appel téléphonique hautement confidentiel à un investisseur immobilier de confiance que je connaissais par le biais de ma firme. Il était spécialisé dans les transactions en espèces incroyablement discrètes et ultra rapides. Je lui ai dit que je devais vendre ma propriété immédiatement. Hors marché, sans annonce publique sur Internet, absolument aucun panneau, à vendre, dans le jardin, et pas de visite libre. Je lui ai dit que j'étais prêt à subir une perte douloureuse de 10% sur la valeur marchande actuelle de la maison s'il pouvait conclure l'affaire en 7 jours exactement et nous permettre de déménager discrètement, sans attirer l'attention. C'était un sacrifice financier massif, effaçant des dizaines de milliers de dollars de valeur nette que j'avais durement travaillé à construire. Mais la tranquillité d'esprit absolue, la sécurité de ma femme et de ma fille, valait chaque centime. L'investisseur a accepté immédiatement. La semaine suivante fut une masterclass en opérations secrètes. Nous avons emballé nos biens essentiels au cœur de la nuit en utilisant des camionnettes de location banalisées. Nous avons signé un bail pour un appartement temporaire sécurisé situé à 80 km de là, à l'opposé de la ville. Nous n'avons donné notre nouvelle adresse à absolument personne. Ni amis, ni collègues. Nous sommes devenus des fantômes. La vente immobilière s'est déroulée sans accroc. Le titre de propriété a été légalement transféré à un jeune couple adorable, les Smiths, qui étaient ravis d'obtenir une belle maison avec une légère réduction. J'avais effectivement coupé l'encre lourde qui m'entraînait dans la folie de ma famille. Mais avant de remettre le dernier jeu de clés, j'ai pris une décision cruciale et calculée. Je n'ai pas désinstallé les micro-caméras de sécurité haute définition dernier cri que j'avais cachées dans les bouches d'aération du salon et les plafonds du couloir. Je les ai laissées entièrement alimentées, connectées au Wi-Fi de la maison, et sauvegardant en continu sur mon serveur cloud sécurisé et crypté. Les nouveaux propriétaires ne savaient pas qu'elles étaient là, et plus important encore, Winston et Béatrice ne le savaient pas non plus. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que mes parents retournent à la propriété avec des armes contondantes quelques jours plus tard, complètement inconscients que leur cible principale avait déjà disparu. Ce qui nous ramène directement à cet appel téléphonique terrifiant de 3 heures du matin de l'agent Miller. Alors que je me tenais dans le salon complètement démoli de mon ancienne maison, fixant la chambre de bébé en ruine où ils avaient peint, traître, sur le mur, les pièces du puzzle se sont parfaitement assemblées. Ils pensaient qu'ils détruisaient mon sanctuaire pour me donner une leçon brutale. Ils pensaient qu'ils me punissaient de ne pas avoir sauvé Desmond. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient de s'introduire violemment dans la maison d'inconnus. J'ai quitté la maison en ruine et je suis allé directement au commissariat de police avec l'agent Miller. Nous nous sommes assis dans une salle d'interrogatoire stérile et bien éclairée. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon serveur cloud sécurisé, et j'ai sorti les images de la caméra cachée de la nuit précédente. J'ai tourné l'écran pour que les agents puissent voir. La vidéo en vision nocturne haute définition a pris vie. La porte d'entrée était violemment défoncée. 2 silhouettes sont entrées dans le salon, complètement démasquées. Les agents ont eu un hoquet de surprise. C'était Winston, tenant une batte de baseball en aluminium,
la balançant avec une force terrifiante dans les placards de la cuisine. À côté de lui se trouvait Béatrice, secouant agressivement une bombe de peinture et barbouillant les murs. « Harrison, sont-ce les individus que vous soupçonnez ?» a demandé l'agent Miller, stupéfait par la clarté de la preuve. « C'est mon père et ma mère, dis-je, ma voix froide comme la glace. Mais voici le détail le plus important, agent. Je ne suis plus propriétaire de cette maison. Je l'ai vendue à un jeune couple nommé les Smith la semaine dernière. Le transfert de titre a eu lieu il y a plusieurs jours. Mes parents n'ont pas détruit ma propriété. Ils viennent de commettre un crime prémédité massif contre de parfaits inconnus. Les rouages du système de justice pénale tournent généralement très lentement, mais lorsque vous donnez aux détectives une vidéo haute définition d'une effraction criminelle non masquée, ils vous réduisent en poussière immédiatement. La police a obtenu des mandats d'arrêt le matin même. Je n'étais pas là quand les menottes se sont refermées, mais les détails étaient légendaires. La police a arrêté Winston et Béatrice à leur domicile. Winston a complètement perdu la tête, hurlant aux agents qu'il arrêtait que c'était une affaire de famille privée et qu'il avait le droit absolu de discipliner son fils ingrat. Les agents l'ont poliment informé qu'il venait de démolir la maison des Smiths, qui était actuellement terrifiée. Le choc horrifiant sur le visage de mes parents a dû être un chef-d'œuvre. Le procès a eu lieu rapidement car il n'y avait absolument aucune marge de manœuvre pour une défense. J'étais assis tout au fond de la salle d'audience, un fantôme invisible observant l'effondrement total des personnes qui m'avaient élevé. Lorsque le procureur a diffusé les images de sécurité sur les grands écrans, les coups sourds de la batte de baseball ont résonné bruyamment contre les murs en bois. Winston était assis à la table de la défense, les épaules affaissées, son aura arrogante complètement brisée. Béatrice pleurait doucement, mais pour la première fois de sa vie, ses larmes ne manipulaient personne. Le juge était furieux. Vous avez apporté une batte de baseball et de la peinture en aérosol dans une propriété résidentielle au milieu de la nuit. Que vous pensiez qu'elle appartenait à votre fils ou au maire est complètement hors de propos. Vous avez prémédité la destruction violente d'une maison. Le verdict fut brutal et rapide. En raison de leur âge et de leur absence de casier judiciaire, ils ont évité la prison ferme, mais la sanction financière fut dévastatrice. Ils ont été reconnus coupables de destruction criminelle de biens. Le juge les a frappés d'une probation sévère et a ordonné une restitution obligatoire immédiate aux Smiths. Ils devaient payer toutes les réparations, les frais de justice, et le préjudice moral. La facture totale s'élevait à $55 000 exactement. Pour payer cette énorme restitution ordonnée par le tribunal, Winston et Béatrice ont dû liquider immédiatement leur seul actif. Ils ont été forcés de vendre la maison même où j'ai grandi, la maison où Desmond était traité comme un dieu, rapidement et à bas prix à un acheteur en espèces. Ils ont perdu tout leur filet de sécurité en un seul geste haineux. Ils ont emballé leurs maigres affaires et ont emménagé dans un appartement exigu et déprimant dans un quartier terrible de la ville. Si vous appréciez cette histoire de karma absolu, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Merci beaucoup pour votre soutien. Honnêtement, je pensais que l'univers avait parfaitement équilibré la balance. Je pensais que le karma avait fait son travail. Ma famille était sortie de ma vie. Ils avaient payé un prix dévastateur pour leurs droits toxiques. Et ma femme et ma fille étaient complètement en sécurité. Je suis retourné à mon travail d'analyste de dette et j'ai apprécié le silence. Mais un analyste des risques chevronné sait que lorsque les chiffres ne correspondent pas parfaitement, l'enquête n'est pas terminée. Le vrai cauchemar n'était pas le verre brisé ou la maison en ruine. Une vérité bien plus malade, bien plus tordue m'attendait, et elle était sur le point de faire voler en éclats toute la famille pour toujours. Je croyais honnêtement que l'univers avait parfaitement équilibré la balance. Le bruit chaotique de ma famille toxique avait été complètement réduit au silence par la main lourde et indifférente du système de justice pénale. Winston et Béatrice avaient perdu leur belle maison de banlieue, tout leur filet de sécurité pour la retraite, et leur dignité en un seul geste insensé. Par le biais du bouche-à-oreille familial élargi, que je surveillais de temps en temps juste pour m'assurer qu'ils ne complotaient pas un retour à ma porte, j'ai appris le calcul financier incroyablement déprimant de leur chute. Après avoir vendu leur maison pour payer les $55 000 de restitution ordonnés par le tribunal pour avoir vandalisé ma propriété, et après que les énormes frais de justice aient été finalement réglés, il restait exactement $20 000 à mes parents. C'était une fraction pathétique et microscopique de la richesse qu'ils avaient autrefois.
Mais selon mon oncle Reed, mes parents n'ont pas utilisé cet argent restant pour trouver un appartement décent ou acheter une voiture fiable. Au lieu de cela, ils ont immédiatement viré chaque centime de ces 20 000 $ directement à Desmond. Ils croyaient fermement qu'ils effectuaient héroïquement le paiement final pour empêcher le syndicat clandestin violent de lui briser les jambes. Il vivait actuellement dans un appartement infesté de rats et de moisissures dans le mauvais quartier de la ville, mangeant de la soupe en conserve bon marché, pleinement convaincu qu'ils s'étaient sacrifiés pour sauver la vie de leur plus jeune fils. J'ai ressenti une brève et microscopique pointe de pitié, mais je l'ai rapidement étouffée. Ils avaient fait leur choix. Je suis retourné à mon travail d'entreprise, analysant d'énormes feuilles de calcul, clôturant des dossiers de fraude, et suivant les pistes complexes de cadres corrompus. La vie était merveilleusement calme à nouveau. Mais un enquêteur financier expérimenté sait que lorsque les chiffres ne correspondent pas parfaitement, l'affaire n'est jamais vraiment close. L'anomalie flagrante s'est présentée un lundi matin pluvieux. J'étais assis dans mon bureau, fixant d'un air absent un modèle financier complexe, quand Thaddeus est entré et a doucement fermé la porte en verre derrière lui. Thaddeus était mon patron direct et un mentor chevronné. C'était un expert comptable judiciaire vétéran et un ancien enquêteur fédéral pour la division des crimes financiers. Cet homme pouvait repérer une signature falsifiée ou un compte offshore caché à 20 pas. C'est aussi lui qui m'avait aidé à naviguer dans le cauchemar juridique avec mes parents. Il s'est assis dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau, son expression inhabituellement sérieuse. Il n'avait pas sa tasse de café matinale habituelle. « Et, Harrison » dit lentement Thaddeus, gardant sa voix basse. « Je déteste absolument aborder les drames familiaux personnels au bureau, mais j'ai vu quelque chose ce week-end que tu devrais probablement savoir. » J'ai repoussé mon clavier, mes sens se mettant instantanément en alerte. « Qu'est-ce que c'est, Thaddeus ? Ont-ils essayé de contacter la firme ? » « Non, dit-il prudemment. C'est à propos de ton frère Desmond. Ma femme et moi célébrions notre anniversaire à l'Obsidian Club en centre-ville samedi soir. C'est un endroit très exclusif, très cher, le genre d'endroit où le droit d'entrée seul est de 200 $. Il fit une pause, laissant le poids de l'endroit s'imposer. Je connaissais l'Obsidian Club. C'était un terrain de jeu pour les incroyablement riches et les désespérément stupides. J'ai vu Desmond là-bas, continua Thaddeus. Il ne se cachait pas dans un coin. Il était assis en plein milieu de la salle principale, à une table VIP réservée. Il commandait des bouteilles de champagne haut de gamme qui coûtaient plus de 1000 $ chacune. Il était entouré d'un groupe massif de personnes, servant des verres, riant, et jetant de l'argent. Il portait un costume de créateur et une montre en or massif qui coûtait facilement plus que ma voiture. Je suis resté parfaitement immobile. Le silence dans mon bureau était assourdissant. Harrison, dit doucement Thaddeus en se penchant en avant. J'ai passé 20 ans à chasser des fugitifs et des hommes désespérés. Je sais à quoi ressemble une personne terrifiée. Desmond n'avait pas l'air d'un homme se cachant d'un syndicat clandestin violent. Il avait exactement l'air d'un homme célébrant une énorme rentrée d'argent inattendue. J'ai expiré lentement. Les calculs dans ma tête ont commencé à se recalculer agressivement. Si Desmond avait vraiment une dette de 900 000 $ envers des criminels violents qui le voulaient mort, un simple virement de 20 000 $ de nos parents ne couvrirait même pas les intérêts. Et un homme marqué pour mourir par la mafia ne loue absolument pas une table VIP très publique dans la boîte de nuit la plus exclusive de la ville pour arroser des étrangers de champagne cher. Une suspicion froide et incroyablement sombre a commencé à germer au centre de ma poitrine. Desmond était un menteur pathologique. Il avait toujours été un menteur. Il mentait sur ses notes à l'université. Il mentait sur ses fausses start-up. Il mentait sur ses dépenses. Mais irait-il vraiment aussi loin? Fabriquerait-il une histoire élaborée et terrifiante sur un tueur à gages de la mafia juste pour extraire la toute dernière goutte de valeur de nos parents vieillissants? Déclencherait-il intentionnellement la chaîne d'événements chaotiques qui les a poussés à commettre un crime fédéral, à détruire la maison d'un étranger, et à perdre leur propre maison? Tout ça pour obtenir une paie de 20 000 $ pour financer son faux style de vie luxueux. « Es-tu absolument sûr que c'était lui ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Je suis un observateur fédéral entraîné, Harrison, dit doucement Thaddeus. C'était lui. Et il passait le meilleur moment de sa vie. » Thaddeus se leva et quitta tranquillement le bureau, me laissant complètement seul avec le tic-tac de l'horloge murale. La rage que j'ai ressentie quand ils ont saccagé ma maison était chaude et explosive.
Mais la colère qui remplissait mes veines maintenant était entièrement différente. Elle était glaciale. C'était la colère précise, chirurgicale et terrifiante d'un enquêteur qui vient de réaliser l'ampleur absolue d'une tromperie massive. J'ai mis de côté mes feuilles de calcul d'entreprise. J'ai ouvert un nouveau dossier hautement crypté sur mon bureau et je l'ai nommé « Opération Enfant Chéri ». Si vous pensez que le vandalisme était fou, vous n'avez aucune idée de la profondeur de ce terrier de lapin. Enquêteriez-vous sur votre propre frère ou laisseriez-vous tomber? Laissez un commentaire ci-dessous. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de conduire jusqu'à son appartement et de l'affronter dans une dispute hurlante. Desmond pensait qu'il jouait à un jeu brillant de manipulation émotionnelle. Un jeu qu'il avait gagné toute sa vie parce que Winston et Béatrice étaient toujours des victimes consentantes. Mais il avait fondamentalement mal compris le plateau de jeu. Il n'avait plus affaire à ses parents émotionnellement complaisants. Il avait affaire à un analyste principal des risques de crédit d'entreprise. J'ai fait craquer mes doigts. Le son sec dans le bureau silencieux. Il était temps de suivre l'argent, et j'allais démolir toute sa vie fabriquée jusqu'aux fondations. J'ai commencé mon enquête là où le mensonge avait commencé, les SMS de menaces. Si Desmond était vraiment traqué par un syndicat clandestin impitoyable, ces menaces devaient provenir d'une source numérique tangible. Dans mon métier, j'ai appris que les criminels amateurs sont presque toujours incroyablement paresseux. J'avais besoin d'accéder aux messages exacts que mes parents avaient reçus. Obtenir ces messages nécessitait une performance de ma part. Pendant ma pause déjeuner, je me suis rendu dans un magasin d'électronique délabré en périphérie de la ville et j'ai acheté un téléphone prépayé anonyme bon marché en espèces. Je me suis assis dans le parking, la pluie tambourinant contre le toit de ma voiture, et j'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné 4 fois avant que Béatrice ne réponde. Sa voix semblait incroyablement faible, épuisée et brisée. J'ai mis un masque de fausse préoccupation hésitante. « Maman, c'est Harrison. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. La culpabilité me ronge vraiment. Je veux voir comment aider Desmond avec sa situation. Pourrais-tu me transférer les captures d'écran des menaces qu'il a reçues? J'ai besoin de voir exactement à quel genre de personnes nous avons affaire avant de pouvoir débloquer des capitaux. » Béatrice a pratiquement pleuré de joie au téléphone. Son ton a instantanément changé, passant de la femme amère et hostile qui avait vandalisé ma maison à une mère désespérée et élogieuse. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais un bon fils au fond, que la famille trouve toujours un moyen de se retrouver. Elle n'avait absolument aucune idée. Elle venait de me tendre l'arme du crime. En 5 minutes, mon téléphone prépayé a vibré avec des dizaines de fichiers images. Je suis retourné à mon bureau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai affiché les captures d'écran sur mes 2 moniteurs. Les messages étaient agressivement stupides. Ils étaient remplis de fautes d'orthographe délibérées et de dialogues de gangsters clichés qui semblaient tout droit sortis d'un mauvais scénario de série télé. Paie où ta famille paie le prix. Et, on sait où tes parents dorment, Desmond. Mais je ne me souciais pas des mots terrifiants. Je ne me souciais que des métadonnées cachées derrière eux. Les messages provenaient d'un numéro basé sur Internet, inconnu. La plupart des gens pensent que ces applications de texto gratuites les rendent complètement intraçables. Ils ont complètement tort. En utilisant un logiciel forensique propriétaire, j'ai lancé une trace. J'ai isolé les numéros de routage et les sauts de réseau. Cela m'a pris 3 heures solides de travail méticuleux d'analyse des données, exécutant des scripts automatisés tout en vérifiant manuellement les journaux de location. Mais finalement, l'empreinte numérique s'est parfaitement cristallisée sur mon écran. Le numéro de téléphone Internet utilisé pour terroriser mes parents ne provenait pas d'un repère de la mafia clandestine. Il était enregistré à une adresse de protocole Internet résidentiel standard, située dans un complexe d'appartements bon marché, ici même en ville. Le titulaire du bail de cet appartement était un homme nommé Donovan. J'ai ouvert un navigateur sécurisé et j'ai navigué vers les profils publics de Desmond sur les réseaux sociaux. J'ai passé 1 heure à fouiller ses photos identifiées. Et là, c'était une photo de Desmond assis dans un bar miteux, son bras passé autour d'un gars avec un sourire suffisant. La légende disait, vers avec mon pote Donovan, le meilleur acteur freelance en herbe de la ville. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, expirant longuement. Le redoutable homme de main de la mafia qui menaçait de briser les jambes de Desmond était un acteur amateur au chômage. Desmond avait engagé son compagnon de beuverie pour jouer le rôle d'un criminel violent,
terrorisant ses propres parents vieillissants pour qu'ils liquident toutes leurs économies. Mais les suppositions et les adresses IP ne suffisent pas à enterrer un fraudeur de manière permanente. Pour vraiment verrouiller la cage, il faut suivre l'argent. J'avais besoin d'une preuve indéniable, sur papier, de l'endroit exact où les 20 000 $ de mes parents étaient allés. J'ai consulté les registres publics des entreprises et j'ai effectué une vérification approfondie des antécédents de la soi-disant firme de conseil de Desmond. Le tableau financier qui en est ressorti était absolument pathétique. Il n'y avait pas de dette envers la mafia clandestine. Ce que Desmond avait en réalité, c'était une montagne suffocante de dettes de consommation banales et embarrassantes. J'ai trouvé des dossiers de 6 cartes de crédit au maximum, totalisant plus de 120 000 $, et une pénalité sévère en suspens de l'administration fiscale pour 40 000 $ d'impôts impayés. Il se noyait à cause de sa propre incompétence financière profonde. Ensuite, j'ai suivi la chronologie des 20 000 $ que mes parents lui avaient virés. J'ai accédé à une base de données qui suit les prêts et les locations garanties. J'ai trouvé un nouveau dossier à son nom chez un concessionnaire de voitures de luxe. Un contrat de location avait été signé pour une Porsche importée flambant neuve. L'acompte requis pour sortir cette voiture du lot avec son terrible score de crédit était d'exactement 15 000 $. J'ai ensuite consulté les systèmes de paiement des fournisseurs de l'Obsidian Club. Desmond avait réservé une table VIP très exclusive pour tout ce week-end. La dépense minimale requise était de 5 000 $. 15 000 pour la voiture, 5 000 pour le club, soit exactement 20 000 $. Il a pris les derniers restes de la sécurité de nos parents, l'argent qu'ils ont rassemblé après avoir déménagé dans un taudis, et il l'a utilisé pour louer une voiture de sport qu'il ne pouvait pas se permettre, et acheter du champagne hors de prix. Il a saigné ses propres parents à blanc, les a regardés tout perdre, puis est allé faire la fête pour célébrer. La colère en moi s'est solidifiée en un diamant. Mais je savais que je n'avais pas encore fini. Détruire son mensonge actuel ne suffisait pas. Je devais m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais recommencer. Un parasite financier n'arrête jamais volontairement de se nourrir. Il ne s'arrête que lorsque l'hôte est mort ou lorsqu'il est retiré de force, violemment. Winston et Béatrice étaient complètement à sec. Ils n'avaient absolument plus rien à donner. Donc, naturellement, Desmond aurait besoin d'une nouvelle cible pour financer ses délires extravagants. Une fois les 20 000 $ épuisés, je devais savoir exactement qui était le prochain sur sa liste de victimes pour pouvoir l'intercepter. J'ai continué à surveiller son empreinte numérique. Desmond opérait avec la conviction arrogante et incontrôlée que, parce qu'il s'en était toujours sorti avec ses mensonges, il était invincible. Lors de mon enquête approfondie sur son activité en ligne récente, j'ai remarqué une augmentation soudaine et nette de sa communication avec tante Florence. Tante Florence était la sœur aînée de ma mère. C'était une veuve douce, incroyablement gentille, mais très naïve, vivant seule dans une belle maison entièrement payée dans une banlieue aisée. Plus important encore, elle était assise sur un fonds de retraite très confortable de plus de 300 000 $, laissé par son défunt mari. Elle avait toujours choyé Desmond quand nous étions enfants, l'appelant son beau petit prince. Elle était la cible parfaite absolue, riche, vulnérable, isolée et émotionnellement attachée. Pour confirmer mes sombres soupçons, j'ai réussi à accéder à un forum en ligne public où les acteurs locaux en herbe cherchent des contrats en freelance. Donovan, le complice de Desmond, avait récemment posté une étrange demande sur le forum. Il cherchait des recommandations pour un logiciel de modulation de voix avancée, précisant spécifiquement qu'il devait jouer un personnage plus âgé et profondément intimidant au téléphone pour un projet de théâtre immersif. Il se préparait pour le deuxième round. Desmond allait exécuter exactement le même scénario d'extorsion mafieuse sur tante Florence, terrifiant une veuve âgée pour qu'elle vide ses comptes de retraite afin de sauver son précieux neveu. C'était la ligne rouge absolue. Je n'allais pas seulement exposer ses mensonges à nos parents. J'allais m'assurer qu'il n'abuserait plus jamais financièrement d'un autre être humain pour le reste de sa vie. J'ai décroché le téléphone de mon bureau et j'ai appelé Thaddeus. Je lui ai exposé tout l'énorme dossier. Du faux complot d'extorsion qui a détruit mes parents à la piste papier de la Porsche, jusqu'au complot imminent d'abus de personnes âgées contre tante Florence. Thaddeus est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était dure. Harrison, vous l'avez absolument coincé. L'extorsion et la tentative d'abus de personnes âgées sont des crimes graves. Le procureur de district salivera devant une piste papier aussi incroyablement propre. Je passe un appel tout de suite à un de mes amis, le détective Sterling,
chef de la division des crimes financiers. Comment voulez-vous jouer ça exactement? Je veux organiser un dîner de famille, ai-je répondu, mes yeux fixés sur l'énorme pile de preuves imprimées sur mon bureau. Je veux que Desmond marche droit dans un piège, croyant pleinement qu'il est sur le point d'obtenir sa prochaine grosse paie, et je veux que la police attende dans l'ombre pour l'attraper. J'ai passé les 2 jours suivants à coordonner étroitement avec le détective Sterling. Nous avons tendu le piège à la perfection. J'ai appelé tante Florence, adoptant une voix calme et rassurante. J'ai expliqué que je voulais enfin faire amende honorable avec la famille et que j'avais conçu un plan financier solide pour aider Desmond avec sa dette une bonne fois pour toutes. Je lui ai demandé d'organiser un dîner de famille chez elle ce dimanche, en invitant mes parents et Desmond. Je lui ai spécifiquement demandé d'assurer à Desmond que j'apportais un chèque de banque certifié de 900 000 $ pour résoudre enfin tous ses problèmes. L'appât était absolument irrésistible. Un homme désespéré et avide avec un contrat de location de voiture de luxe qu'il ne peut pas se permettre marchera toujours aveuglément dans une cage si vous mettez une énorme pile d'argent au centre. J'ai imprimé chaque document. La trace IP reliant Donovan au SMS, les dossiers d'entreprise exposant les dettes réelles de cartes de crédit de Desmond et ses privilèges fiscaux, le contrat de location signé pour la Porsche, les reçus du club VIP. J'ai pris une perforeuse et j'ai organisé méticuleusement chaque morceau de papier dans un classeur épais et lourd en cuir noir. Chaque page était un clou dans son cercueil. Si vous êtes prêt pour la confrontation ultime, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à, et commentez je suis là ci-dessous. C'est le code secret pour mes vrais fans qui regardent jusqu'à la meilleure partie, et je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec je suis là. Maintenant, tendons le piège. Le dimanche soir suivant, le ciel au-dessus de la ville était lourdement couvert, jetant une lumière plate, grise et déprimante sur les pelouses parfaitement entretenues du riche quartier de banlieue de tante Florence. J'ai garé ma voiture dans son allée immaculée et je suis sorti, serrant la poignée robuste de ma lourde mallette en cuir. À l'intérieur reposait le classeur noir, lourd du poids absolu de la destruction imminente de Desmond. Mon cœur était complètement calme. Il n'y avait pas d'anxiété, pas de sueur nerveuse, pas de peur de la dispute hurlante imminente. Je ressentais une clarté froide et détachée, comme un bourreau vérifiant calmement son équipement avant de monter à l'échafaud. J'ai remonté le chemin de briques et j'ai frappé fermement à la lourde porte en chêne. Tante Florence a répondu presque immédiatement. Son visage était un mélange complexe de profonde nervosité et d'espoir désespéré. L'odeur chaude et réconfortante d'un rôti de bœuf maison s'échappait de la cuisine. Un contraste saisissant et douloureux avec la sombre réalité de la raison pour laquelle nous étions réellement réunis. Harrison, mon chéri, je suis si incroyablement heureuse que tu aies décidé de faire ce qu'il faut, a-t-elle murmuré, tendant la main et me tirant dans une étreinte brève et fragile. Ton frère a l'air terrible. Il fait les 100 pas dans le salon depuis 1 heure. Il a si peur. Nous devons l'aider ce soir. Je lui ai offert un sourire serré et poli, me dégageant doucement de son étreinte. Tout sera réglé ce soir, tante Florence. Je vous le promets. Je suis entré dans le salon. La scène était parfaitement plantée pour un drame familial tragique et émotionnel. Winston et Béatrice étaient assis l'un près de l'autre sur le grand canapé à fleurs. On aurait dit qu'ils avaient vieilli de 15 ans depuis la dernière fois que je les avais vus crier sur mon porche. Leurs vêtements étaient légèrement froissés et usés, leur posture défaite. Ils ressemblaient à 2 personnes qui avaient été entièrement abattues par le poids écrasant de la pauvreté. Et puis il y avait Desmond. Il était assis dans un fauteuil à haut dossier, jouant son rôle à la perfection. Il portait un sweat à capuche gris délavé et trop grand, ses cheveux intentionnellement non lavés et en désordre. Il n'arrêtait pas de faire rebondir sa jambe nerveusement, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers la fenêtre avant toutes les quelques secondes, agissant comme si un sniper de la mafia le visait depuis les rosiers à l'extérieur. C'était une performance vraiment magnifique d'une victime terrifiée. Harrison, dit Winston, sa voix manquant complètement de son tonnerre habituel. Il semblait vidé. Merci d'être venu. Nous savons que nous avons franchi une ligne terrible avec ta maison. Nous étions justes. Nous étions absolument terrifiés pour la vie de ton frère. Tu dois comprendre la pression sous laquelle nous étions. Je me suis approché de la lourde table basse en acajou au centre de la pièce et j'ai posé ma mallette. Le bruit sourd du cuir contre le bois a attiré l'attention de toute la pièce. Passons les fausses excuses, Winston, dis-je, ma voix tranchant l'air tendu comme une lame de rasoir. Nous sommes tous là pour Desmond.
Écoutons l'état actuel de cette dette mortelle. Desmond se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses mains, jouant l'homme épuisé et brisé à la perfection absolue. C'est grave, Harrison. Vraiment, vraiment grave. Les gars à qui je dois de l'argent, ils perdent toute patience. Maman et papa m'ont donné 20 000 $ et je leur ai remis directement juste pour les calmer. Mais les intérêts s'accumulent quotidiennement. Ils ont dit que si je ne leur donne pas le reste d'ici vendredi, ils viendront ici, chez tante Florence. Je ne peux pas les laisser lui faire du mal. Il leva les yeux vers tante Florence à travers ses doigts, ses yeux grands et brillants de larmes non versées. C'était parfaitement calibré pour vider le compte en banque d'une vieille femme. Tante Florence haleta immédiatement, pressant une main tremblante sur sa poitrine. « Oh, mon pauvre petit chou. Tu n'as pas à t'inquiéter, Desmond. Je te l'ai dit avant qu'Harrison n'arrive, j'irai à la banque dès demain matin. Je peux accepter une pénalité sur mon retrait de retraite pour te donner l'argent. » Béatrice a commencé à pleurer pile au bon moment. Les larmes coulaient librement sur ses joues ridées. Elle est passée sans effort à la vitesse supérieure, incapable de laisser passer une occasion de me faire passer pour le méchant. « Tu vois, Harrison, tu vois ce que ton entêtement a coûté, sanglota Béatrice, pointant un doigt tremblant vers moi. Si tu avais juste vendu ta maison quand nous te l'avons demandé au départ, tante Florence n'aurait pas à sacrifier sa retraite durement gagnée. Tu as failli détruire toute cette famille parce que tu voulais accumuler tes petites économies. » Je suis resté parfaitement immobile, mes mains reposant légèrement sur la poignée de ma mallette. J'écoutais la symphonie de l'illusion se jouer devant moi. Mes parents avaient perdu leur maison, commis un crime violent, et vivaient dans un taudis. Pourtant, ils trouvaient encore un moyen tordu de me blâmer. Et Desmond était assis là, absorbant la pitié, ses yeux se tournant avidement vers ma mallette, avide des 900 000 $ qu'il pensait être enfermés à l'intérieur. Je ne les ai pas interrompus. Je les ai laissés s'asseoir dans la tension de leurs propres mensonges. Oui, ai-je finalement dit, ma voix douce et résonnant légèrement dans la pièce silencieuse. J'ai apporté absolument tout ce dont nous avons besoin pour résoudre ce problème de mafia de manière permanente. Je me suis avancé et j'ai ouvert les loquets en laiton de ma mallette. Les claquements métalliques s'ont fait sursauter légèrement Desmond, ses yeux grands d'anticipation avides. Je n'ai pas attrapé un chéquier. Je n'ai pas sorti un stylo. J'ai plongé la main et j'ai sorti le classeur en cuir noir incroyablement épais et lourd. Je me suis approché de la table basse et je l'ai laissé tomber juste devant Desmond avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Winston, plissant les yeux sur le classeur avec une profonde confusion. « Où est le chèque ?»« Ça, dis-je, regardant Desmond droit dans les yeux, observant la première fissure microscopique apparaître dans sa façade confiante. « C'est la vérité. C'est la fin du chemin, Desmond. » Desmond fixa le classeur noir, ses jambes arrêtant soudainement leur rebondissement nerveux. Un éclair de panique authentique et non dissimulé traversa ses traits avant qu'il ne le masque rapidement par un air de confusion agressive. « Je ne sais pas à quoi tu joues, Harrison, mais je n'ai pas le temps pour tes stupides jeux de comptable. Ma vie est littéralement en jeu. »« Ta vie va parfaitement bien, dis-je, ma voix tombant à un registre froid et tranchant. Ton style de vie de luxe, cependant, est sur le point de prendre un coup massif. » Je me suis avancé et j'ai ouvert la lourde couverture du classeur. J'ai parlé avec la cadence précise, méthodique et entièrement dépourvue d'émotion d'un témoin expert témoignant dans un procès pour fraude fédérale. Commençons par la dangereuse mafia, voulez-vous ? J'ai tourné à la première languette de couleur vive. Ces documents sont les SMS de menaces que maman et papa ont reçus. J'ai tracé l'adresse de protocole Internet. Ces menaces ne provenaient pas d'un syndicat du crime organisé. Elles provenaient de l'appartement de ton ami Donovan, un acteur au chômage que tu as engagé pour envoyer des SMS à tes propres parents afin qu'ils paniquent et vendent leur maison. Béatrice a cessé de pleurer instantanément. Les larmes se sont simplement arrêtées. La pièce est tombée dans un silence mortel et suffocant. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Je dis qu'il n'y a pas de mafia, Béatrice, dis-je, utilisant intentionnellement son prénom pour souligner la rupture permanente de notre lien. J'ai tourné à la languette suivante. Ceci est le rapport de crédit actuel de Desmond, professionnel et personnel. Il ne doit pas 900 000 $ à des criminels clandestins.
Il doit exactement 120 000 $ sur 6 cartes de crédit au maximum et il a une pénalité fiscale de 40 000 $ parce que c'est un fraudeur paresseux. Winston se leva en tremblant du canapé, son visage complètement pâle. Harrison, tu mens. Tu as falsifié ça. J'ai claqué ma main à plat sur le classeur ouvert. Le bruit sec a fait sursauter tante Florence. Vous lui avez donné 20 000 $ après avoir perdu votre maison, ai-je crié, laissant enfin la colère transparaître dans ma voix. La maison que vous avez perdue parce que vous avez commis un crime contre un étranger pour le sauver. Voulez-vous savoir ce que votre enfant chéri a fait avec cet argent? J'ai tourné à la dernière languette, pointant du doigt le contrat de location surligné et les reçus de la boîte de nuit de luxe. Il est entré chez un concessionnaire de luxe et a versé un acompte de 15 000 $ sur une Porsche importée flambant neuve. Et puis il a dépensé 5 000 $ en table VIP et en champagne à l'Obsidian Club pendant que vous deux emménagiez dans un taudis. Il vous a saigné à blanc et puis il est allé faire la fête. Je me suis tourné vers tante Florence qui tremblait violemment. Et aujourd'hui, tante Florence, il prévoyait de vous faire exactement la même chose. Il allait prendre votre argent de retraite pour financer son faux style de vie jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Desmond a bondi de sa chaise comme s'il avait été électrocuté. La fausse exhaustion avait complètement disparu, remplacée par une rage pure, désespérée et féroce. « Tais-toi » a crié Desmond, de la salive volant de ses lèvres. « Tu as piraté mes comptes pour me piéger parce que tu as toujours été jaloux de moi. » Il s'est jeté en avant par-dessus la table basse, essayant d'attraper le classeur pour en arracher les pages. Je suis intervenu sans effort, j'ai attrapé son poignet tendu, et je l'ai tordu juste assez pour bloquer son bras douloureusement en place. Je n'ai rien falsifié, Desmond, ai-je murmuré froidement à son visage paniqué. Les chiffres ne mentent jamais. Lâche-le, a crié Winston en s'avançant, son instinct paternel aveugle et toxique essayant toujours de protéger le parasite. Pile au bon moment, les lourdes portes en bois menant de la salle à manger à la cuisine se sont ouvertes. Le détective Sterling et un autre officier en civil sont entrés dans le salon. Ils n'avaient pas l'air amicaux. Ils ont tous deux levé leurs insignes dorés, le métal captant la lumière du lustre. « Desmond » a dit le détective Sterling, sa voix résonnant d'une autorité légale indéniable. « Asseyez-vous tout de suite. » Desmond s'est figé en plein mouvement, la couleur se drainant complètement de son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Il a regardé les deux détectives bloquant la sortie, puis le classeur noir accablant, et enfin moi. Pour la toute première fois de sa vie, la réalisation horrifiante l'a frappé qu'il ne pouvait pas pleurer ou se frayer un chemin hors de la pièce par la manipulation. Nous avons surveillé toute cette conversation depuis la cuisine, a continué Sterling, sortant une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture. Nous avons également exécuté un mandat de perquisition dans l'appartement de Donovan il y a 2 heures. Il vous a dénoncé en 5 minutes. Il a remis le logiciel de modulation de voix et les virements bancaires montrant que vous l'avez payé pour se faire passer pour un criminel. Le détective a attrapé rudement le bras de Desmond, l'a fait tourner et a cliqué les menottes en acier froid solidement autour de ses poignets. Desmond n'a pas résisté. Il est devenu complètement mou, sa tête tombant en avant en signe de défaite ultime. Desmond, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion criminelle, fraude électronique, et tentative d'abus de personnes âgées, a récité calmement le détective. Tante Florence a commencé à sangloter silencieusement, réalisant à quel point elle avait failli tout perdre. Winston se tenait parfaitement immobile, ses yeux grands et vides, fixant d'un air absent son enfant chéri menotté. Béatrice s'est effondrée sur le canapé à fleurs, haletant. Desmond est passé juste devant nos parents sans un seul mot d'excuse. Alors qu'il le faisait sortir et monter dans la voiture de police qui attendait, j'ai tranquillement rangé mon classeur, j'ai refermé les loquets en laiton, et je me suis dirigé vers la sortie. Je les ai laissés assis dans les ruines absolues de leurs illusions de toute une vie. Le système de justice pénale est notoirement lent, mais le cas de Desmond a progressé à travers les tribunaux avec une efficacité brutale et terrifiante. Il n'y avait tout simplement aucune défense viable à monter. Les preuves documentaires méticuleuses que j'avais fournies dans ce classeur, combinées à la confession rapide et enregistrée de son complice, Donovan, n'ont laissé absolument rien à l'avocat commis d'office de Desmond. Le procureur de district était implacable. Escroquer des parents âgés de leurs économies par le biais d'une extorsion organisée et préméditée n'est pas un crime que les procureurs prennent à la légère. Je n'ai pas assisté au procès.
Je n'avais absolument aucun désir de m'asseoir dans une salle d'audience étouffante et de regarder le spectacle misérable de la destruction complète de ma famille se dérouler en public. J'ai lu le verdict final dans un bref email professionnel envoyé par le détective Sterling. Desmond a été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation criminels. Le juge-président, absolument dégoûté par la nature insensible du crime contre sa propre famille, l'a condamné à 6 ans dans un pénitencier d'État, suivi de 5 ans de probation obligatoire et étroitement surveillé. Il a également été condamné à payer une restitution financière complète. C'était un geste purement symbolique, bien sûr, car Desmond n'avait aucun actif liquide et sa vie était officiellement ruinée. Quant à Winston et Beatrice, leur chute ultime fut absolue et entièrement de leur propre fait. Sans leur maison, sans leurs économies de retraite, et maintenant sans leur enfant chéri sur lequel concentrer toute leur énergie chaotique, la dure réalité s'est finalement abattue sur eux. Ils sont restés piégés dans l'appartement minable et exigu du mauvais côté de la ville. Arthur avait été contraint de prendre un emploi au salaire minimum à emballer des courses dans un supermarché local. Il avait besoin de ce maigre revenu juste pour maintenir l'électricité et pour acheter les médicaments pour la tension artérielle de Béatrice. Les personnes qui me méprisaient autrefois pour jouer la sécurité, pour être un analyste ennuyeux pendant que mon frère prenait courageusement des risques, vivaient maintenant le cauchemar même qu'ils avaient si nonchalamment essayé d'imposer à ma femme et à ma fille. Ils sont devenus des parias sociaux au sein de la famille élargie. Tante Florence les a complètement coupés de sa vie, dégoûtés et horrifiés qu'ils auraient aveuglément permis à Desmond de vider ses comptes de retraite juste pour se sauver eux-mêmes. Ils étaient totalement isolés, laissés entièrement seuls avec la vérité amère et inéluctable que leur favoritisme aveugle et leur complicité toxique avaient détruit tout leur héritage. La dernière tentative désespérée de contact a eu lieu près d'1 an plus tard. Geneviève et moi vivions paisiblement dans notre maison, une maison complètement détachée de l'histoire sombre du passé. Clémentine grandissait vite, courant dans le grand jardin, complètement inconsciente de l'obscurité que son grand-père et sa grand-mère avaient autrefois tenté d'amener à sa porte. C'était un dimanche après-midi tranquille. Je lavais ma voiture dans l'allée, la radio jouant doucement, quand une vieille berline rouillée s'est arrêtée au bord du trottoir. Elle a tout sauté et a tourné au ralenti bruyamment. Winston et Béatrice sont lentement sortis de la voiture. Ils avaient l'air incroyablement fragiles, presque méconnaissables. Winston marchait avec une boiterie prononcée, s'appuyant lourdement sur une canne, et Béatrice semblait plus petite, comme si le poids immense de la culpabilité et de la pauvreté avait physiquement rétréci sa colonne vertébrale. Ils se sont tenus hésitants au bord de mon allée, me regardant avec des yeux pathétiques, désespérés et vides. « Harrison, » dit Winston, sa voix tremblante et faible. « S'il te plaît, nous n'avons absolument plus rien. Nous voulons juste voir notre fils. Nous voulons juste rencontrer notre belle petite fille. Nous avons eu tort, Harrison. Nous savons que nous avons eu tellement, tellement tort. » Béatrice joignit ses mains ridées dans un geste suppliant et désespéré. « Nous sommes si désolés. Nous avons tout perdu parce que nous ne t'avons pas écouté. Nous le voyons maintenant. S'il te plaît, ne nous laisse pas mourir seuls. Laisse-nous être à nouveau une famille. Laisse-nous réparer les choses. » Je suis resté là, tenant le tuyau d'arrosage, regardant l'eau savonneuse couler en petite rivière sur l'allée en béton. J'ai regardé les 2 personnes qui m'avaient mis au monde. J'ai ressenti un profond sentiment de néant. Il ne restait plus de colère chaude, plus de désir de vengeance, mais il n'y avait certainement pas d'amour. « Je vous pardonne, » dis-je calmement. Les mots ont fait s'illuminer leurs yeux fatigués d'un espoir soudain et désespéré. Ils ont tous les 2 fait un pas en avant, mais j'ai immédiatement levé ma main libre, paume en avant, les arrêtant net avant qu'ils ne puissent mettre un pied sur ma propriété. Je vous pardonne pour ne pas avoir apporté le poison de vous haïr pour le reste de ma vie, ai-je continué, ma voix ferme et résolue. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Le visage de Winston s'est affaissé, l'espoir se drainant instantanément de lui. Harrison, s'il te plaît, nous sommes tes parents. Vous avez fait votre choix, dis-je, ma voix se durcissant en un acier impénétrable. Vous avez choisi l'illusion de Desmond plutôt que la réalité de moi. Vous avez apporté une batte de baseball chez moi. Vous avez terrifié ma femme et mon enfant. Il n'y a absolument aucun retour en arrière possible. Vous êtes désormais de parfaits étrangers pour moi. Si vous remettez les pieds sur ma propriété, je vous ferai arrêter pour violation de propriété, comme la dernière fois. Je leur ai tourné le dos, j'ai dirigé le jet du tuyau vers ma voiture, et j'ai commencé à rincer le savon,
ignorant complètement leur présence. Ils sont restés là, au bord du trottoir, pendant un long moment, le lourd silence s'étirant entre nous avant qu'ils n'acceptent finalement la finalité de mes paroles. Ils sont remontés dans leur voiture rouillée et sont partis pour toujours. Je suis entré dans la maison, m'essuyant les mains sur une serviette. Geneviève était debout près de l'îlot de la cuisine, coupant des fraises fraîches pour Clémentine. Je me suis approché de ma femme par derrière, enroulant mes bras fermement autour de sa taille. J'avais perdu mes parents et mon frère, mais j'avais gagné la seule chose qu'ils ne pourraient jamais comprendre ou m'enlever. Une paix absolue et inébranlable. Une famille n'est pas censée être les gens qui vous détruisent. Elle est censée être les gens qui vous protègent. J'ai laissé mes parents vivre dans la pauvreté pour le reste de leur vie. Pensez-vous que j'ai été trop cruel ou ai-je fait ce qu'il fallait pour protéger ma femme et ma fille? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à pour plus d'histoires incroyables. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute.